Bonjour tout le monde, ravi de vous voir. Je ne me suis pas mis le casque en retour, tout le monde m'entend j'imagine. Ravi d'avoir autant de personnes ce matin. Donc on est là pour une demi-heure ensemble. Je me présente, Maxime Papins. Donc je suis le responsable monde autour d'un produit qui s'appelle le puits climatique, une gamme en l'occurrence qui s'appelle Elixir. Je suis également membre de l'AFPG, donc l'association des professionnels pour la géothermie, et également de Isolons la Terre contre le CO2, qui est un consortium. Je peux vous inviter à aller voir les différents sites pour voir les parutions de ces associations. Euh, je travaille pour la société PAM Building du groupe Saint-Gobain. Donc PAM Building est un fabricant de solutions en fonte, un fabricant français, en l'occurrence spécialisé dans la gestion des eaux, avec la particularité du puits climatique, pour lequel je viens me présenter aujourd'hui. Euh, la thématique de cette année, c'est la solution puits climatique dans le cadre de la réglementation 2020. Alors tout d'abord, je fais un rappel sur ce qu'est la solution puits climatique. C'est une géothermie de faible surface. Euh, on va tout simplement utiliser la température relativement stable du sol, à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres de profondeur, pour venir réguler la température d'air neuf qu'on va injecter dans tel ou tel bâtiment. Et ainsi, on va pouvoir écrêter les températures extérieures et bénéficier d'une économie d'énergie. C'est un concept plutôt de négawatts, hein. C'est une énergie qu'on n'aura pas à consommer, donc plutôt vertueuse et surtout passive, puisqu'on n'a pas d'éléments particuliers pour produire cette énergie, hormis le fait d'être connecté à un système de ventilation X ou Y. Comme je le disais, l'objectif, c'est de pouvoir écrêter les températures extérieures. Donc en été, on va avoir 30 degrés ou plus dehors, on va avoir un sol à 18, 17 degrés, et on va naturellement rafraîchir cet air, et inversement en saison froide. Il y a 3 thématiques à respecter autour de la solution, que sont la technique, la thermique et l'hygiénique, puisqu'on travaille sur de l'air neuf. Alors, je vais tout de suite vous montrer des exemples de résultats réels de puits climatiques. Je me suis permis de mettre différentes références qu'on a eues récemment. Et ce qu'on peut voir par exemple sur ce graphique, c'est en rouge les températures extérieures, en jaune la température du sol, et en bleu la température en sortie des réseaux de puits climatiques. Donc on voit tout de suite le formidable écrêtement en période estivale des températures extérieures. Ainsi, on peut constater un 33,5 extérieur, un sol proche de 18 et une température d'amener dans la centrale de traitement d'air de 21 degrés via le puits climatique. On a gagné 11-12 degrés sur l'air extérieur de façon gracieuse. On a un autre pic assez sympa en fin de courbe, où on a un 35,6 extérieur. On sort à 22,3 du puits climatique. On voit aussi l'effet en période froide ou période hivernale, où là on va avoir un sol autour de 12 degrés. On a un pic froid à moins 5. On sort à 7,3 degrés du puits climatique. Donc ça, c'est du chauffage en moins à apporter sur l'air neuf d'un bâtiment. Ici, on est connecté à des bureaux. Alors le puits, on peut le mettre sur des bureaux, hein, pour des conforts de personnes, sur des maisons individuelles. Ici, on peut voir bureaux, groupes scolaires. On va parler en mètres cubeurs, hein, de traitement d'air avec un puits climatique. Notre plus grosse installation aujourd'hui fait 110 000 mètres cubeurs. À titre de comparaison, une maison, c'est 300-400 mètres cubeurs. Là, on arrive sur des installations assez lourdes. On travaille avec l'armée sur 72 bâtiments d'hébergement. Ça, c'est du confort de personne. Un puits climatique va amener une énergie. On peut l'utiliser aussi pour autre chose que du confort de personne. On a fait par exemple 33 relais électriques haute tension sur la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. Là, on tempère des armoires électriques. On va travailler aussi dans l'agriculture pour l'élevage du vin, par exemple. Le vin n'aime pas du tout les variations de température. Le puits climatique est tout à fait adapté à ce genre de solution. Donc en matière
de puits climatiques, on va parler de confort de personnes, de biens et de machines. Là, je vous fais rapidement une segmentation avant d'attaquer la réglementation 2020, qui est un autre sujet. Ici, j'ai regardé à peu près 140 projets en pourcentage, et on voit, donc on a deux valeurs, hein. On a un pourcentage de quantité et un pourcentage de mètres cubes. Et on voit tout de suite trois solutions qui se dégagent, trois cibles qui se dégagent. Les bureaux, l'éducation, tout ce qui est scolaire, et la partie industrie, laboratoire, stockage, production. Où on voit que le nombre de projets et les débits d'air qui sont traités sont assez élevés. En conséquence, on génère une économie d'énergie proportionnelle aux débits d'air qui sont traités et à la quantité de bâtiments. Et là, je vous ai mis l'exemple du groupe scolaire Frida Kahlo à Bruges, qui est assez novateur, E4C2, pour ceux à qui ça parle. C'est assez élevé en termes de contraintes. Et je suis ravi d'avoir un maire qui se targue d'avoir accueilli des élèves d'autres écoles sur la période estivale de 2023. Donc un très beau résultat sur ce bâtiment. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est que, voilà, je vous ai parlé de la solution, mais là on va plutôt parler des effets de la solution dans la réglementation environnementale, à savoir la RE 2020. Et on a travaillé en partenariat avec Tribu Énergie pour analyser deux cas de figure et voir quels effets a le puits climatique sur les indicateurs propres à la réglementation. Un document que je serais ravi de diffuser si ça vous intéresse. Alors, on a pris deux types de bâtiments. Ici, on va commencer avec un bâtiment de bureau qui utilise principalement de l'électricité. Et on va regarder, donc ce bâtiment fait 4125 mètres carrés, c'est un R+4. On est sur une structure béton avec une isolation extérieure, l'ensemble de paramètres plutôt classiques dans la bureautique. Ce qu'on voit ici, c'est deux cas. Deux cas dans deux zones climatiques, H1B, H3, autant dire Strasbourg, Marseille. Ce qu'on voit ici, c'est le cas de base et le cas quand on met un puits climatique sur l'indicateur DH. Le DH, c'est le degré heure d'inconfort. C'est ce qu'on va regarder pour ne pas avoir trop chaud au sein du bâtiment. Ce que vous avez en rouge, c'est le seuil réglementaire du degré heure maximum à atteindre. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur la partie HB1, le fait de mettre un puits climatique va baisser de façon assez drastique l'indicateur du degré heure d'inconfort, de par l'écrêtement que vous avez pu voir sur les courbes tout à l'heure. En pourcentage, on réduit de 68% l'indicateur DH. Si on regarde en H3, on voit qu'il y fait beaucoup plus chaud en période estivale. Et on s'aperçoit que le fait d'ajouter un puits climatique va réduire de pas très loin de 50%, donc 48,5, l'indicateur degré heure d'inconfort. Là, c'est assez substantiel. On pourrait faire plus, mais on est dans le cadre de la RE 2020. Donc les débits d'air sont réglementaires. Forcément, si on est amené à brasser un peu plus d'air dans ce bâtiment, on va voir que le degré heure va continuer de descendre de par l'amenée de frigorie du puits climatique. Là, on est sur un cas réglementaire. C'est déjà une belle marche en avant pour le confort des personnes. C'est pas tout. Donc là, il y a un petit peu plus de couleurs. Je vais prendre un petit peu plus de temps. Ici, on est sur l'indicateur CEPNR, donc les consommations d'énergie primaire non renouvelables. Je vous rappelle que le bâtiment de bureau est principalement alimenté par de l'électricité, une énergie peu carbonée. Ce qu'on peut y voir en gris ici, c'est les consommations d'énergie primaire, le seuil maximal lié à la réglementation. Donc on voit déjà que les cas de base, ceux de gauche là, respectent la réglementation. Ce qu'on va regarder, c'est à l'intérieur de ces indicateurs, parce qu'il y en a plusieurs, quel effet a le puits climatique, non pas sur les degrés heure d'inconfort, mais sur les consommations d'énergie primaire non renouvelables. À l'intérieur de cet indicateur, vous avez les seuils ici en noir. À l'intérieur, vous allez avoir les consommations de chaud, l'éclairage, les déplacements, le froid, la ventilation,
l'eau chaude sanitaire, etc. Le puits climatique ne va pas avoir un effet sur l'ensemble de ces indicateurs, mais principalement 3. On les retrouve ici, j'ai repris le code couleur. Ce qu'on va voir par exemple, c'est en vert la chute des besoins de froid. C'est normal, on l'a vu sur l'indicateur de degré heure d'inconfort. Ce qui est intéressant sur le CEPNR, c'est qu'on va voir le gain du puits climatique sur les besoins de chauffage. Ça, c'est la partie rouge, donc CEPNR chaud. Et là, on va voir que le puits va apporter une baisse au niveau de Strasbourg en H1B de l'ordre de 15%. Et on va avoir une baisse des besoins de chauffage en H3 côté Marseille de quasiment 25%, 24,5% sur ce cas de base. Ce qui est quand même aussi, en cette période de hausse des coûts de l'énergie, même l'électricité, ça devient intéressant de se poser la question d'équiper ce bâtiment de bureau d'un puits climatique. Alors on voit du moins un peu partout, mais on voit quand même le CEPNR ventilation qui est plutôt à la hausse. Alors une hausse modeste, on parle de 4% côté Strasbourg et de 2,2% côté Marseille. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'un puits climatique va avoir une perte de charge. Forcément, on a des réseaux enterrés, on a de l'air à faire transiter à l'intérieur, donc une machine qui va avoir besoin d'énergie, un petit peu plus d'énergie, du fait qu'il y a un puits climatique plutôt qu'il n'y en ait pas. Mais si on fait le bilan, si on regarde le CEPNR dans sa globalité, on va baisser de 8% et de 10% cet indicateur global, et on va réduire, encore une fois, de 15 à 25% les besoins de chauffage et de 50 à 30% les besoins de froid sur ce bâtiment. Donc le bilan est quand même très positif. Il y a encore un indicateur sur lequel le puits climatique va avoir une influence, c'est l'IC énergie. Donc l'IC énergie, c'est l'impact en gaz à effet de serre des consommations énergétiques issues du calcul du CEP sur 50 ans. Eh ben, on retrouve aussi des chiffres qui vont quand même bien à la baisse. Donc on retrouve l'IC énergie chaud, l'IC énergie froid. Et là, on va avoir des baisses, encore une fois, de 15 à 25% sur le chaud et une baisse de 50 à 30% sur les besoins de froid. Et on voit encore cette petite augmentation des consommations énergétiques liées à la ventilation, je le répète, due à la perte de charge du puits. Cet indicateur observe la performance sur 50 ans. On y voit ici quand même quelques bénéfices. Alors, encore une fois, on respecte bien et sans difficulté le critère de l'IC énergie, tout simplement parce qu'on est encore une fois sur un bâtiment qui consomme principalement de l'électricité. Alors, une fois qu'on a regardé la partie énergie, et je trouve intéressant aussi sur ce cas de base de regarder l'analyse du cycle de vie, car il n'y a pas que l'énergie qui va être regardée dans la réglementation environnementale 2020, mais également l'analyse de cycle de vie. Donc, ce qu'on a fait sur ce bâtiment, c'est tout simplement, en vert, là je vous ai mis le cas de base. Celui que je vous ai montré, c'est le premier cas, béton banché. Ensuite, on a fait cette analyse de cycle de vie sur différentes techniques de construction. Et on va y voir ici l'ensemble des indicateurs de l'analyse de cycle de vie via les FDES disponibles sur la base IGNIES. C'était un travail assez poussé. Et on va y voir l'impact du VRD, des courants forts, faibles, les ascenseurs, fondations, revêtement intérieur, le CVC, l'ensemble des postes liés à la construction du bâtiment. Et ici, j'ai ajouté le puits climatique, donc son impact au niveau carbone. En dessous, et là, il va y avoir encore beaucoup de travail à faire dans les années à venir, on voit les seuils impératifs à respecter dans les années à venir. Là, nous sommes sous le seuil de 2022, mais il y a le seuil 2025, 28 et 31 qui arrivent. Ça va nécessiter encore pas mal d'innovations pour pouvoir les atteindre, puisqu'on voit que si on prend notre cas de base, qui est le plus répandu, on a un indicateur à 829 qui monte à 841 avec le puits climatique. On arrive à respecter le seuil actuel. Seulement en 2025, le seuil sera nécessairement inférieur, c'est-à-dire à 747. Donc, les ingénieurs, les bureaux d'études vont devoir travailler sur ces différents postes pour pouvoir atteindre ce seuil. Quel est l'impact du puits sur le cas de base? Alors, encore une fois, on va voir sur l'IC Énergie une baisse sur l'indicateur global
de quasiment 8%. On a un impact effectivement sur lycée construction. Ça, c'est aussi l'analyse de cycle de vie sur les 50 ans d'exploitation du bâtiment. L'impact du puits en pourcentage est de 1,3%. C'est un impact. Moi, personnellement, je le considère comme négligeable de par l'apport énergétique sur l'ensemble de la durée de vie du bâtiment. Je dirais que le bilan est très positif. On a aussi un impact sur lycée bâtiment qui est marginal par l'apport du puits climatique. Ce qu'on peut voir, c'est que la superstructure représente 160 sur les 829, les courants forts 115, le CVC 143. Il y a encore des beaux leviers et de belles innovations à venir pour pouvoir atteindre les seuils futurs. Je pense que le puits climatique fait partie des solutions de sobriété sur l'ensemble des postes, qu'ils soient énergétiques, mais aussi sur le bilan de la construction. Ça, c'est le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est un bâtiment scolaire. Alors, un bâtiment scolaire n'a pas du tout le même taux d'exploitation qu'un bâtiment de bureau. D'ailleurs, on le ventile différemment. On ventile plus dans un bâtiment scolaire, mais les seuils, les exigences réglementaires sont plus poussées, plus importantes que sur des bureaux. Ce qu'on va voir ici, on va reprendre nos deux cas de base. Donc là, on est sur un bâtiment scolaire de 4400 m², c'est un R+2, on a repris du béton mais avec une isolation intérieure et on est sur du gaz. Donc là, on a une source d'énergie gazière. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en HB1, déjà le bâtiment respecte le seuil maximal au niveau du degré heure d'inconfort. Ce qui est assez exceptionnel avec l'ajout du puits climatique, c'est qu'on va passer sous le seuil bas du degré heure d'inconfort. Là, on va pouvoir se passer d'un calcul qui s'appelle un calcul de climatisation fictive, donc de besoin de froid. Là, on est encore plus vertueux sur le bâtiment en tant que tel. Et ce qu'on voit sur H3, c'est que ce bâtiment n'est pas réglementaire vis-à-vis du degré heure d'inconfort. Et le fait d'y ajouter le puits climatique le rend réglementaire, c'est-à-dire qu'on passe sous le seuil, de mémoire c'est 750 indicateurs DH. En pourcentage, côté Strasbourg, on amène 90% du confort intérieur, le degré heure, et on réduit de 70% sur H3 les besoins de froid, ce qui est assez substantiel. Pourquoi on atteint ces pourcentages-là comparé au bureau? Tout simplement parce que la réglementation demande à ce qu'on ventile plus les bâtiments scolaires que les bâtiments de bureau. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, plus on va ventiler avec un puits climatique, plus on va amener des frigories ou des calories. Donc une énergie ou des énergies qu'on n'aura pas à consommer. D'où ces résultats assez importants, même très importants. Là, on est pareil sur l'analyse du CEPNR, qui est le deuxième indicateur. Je rappelle, consommation d'énergie primaire non renouvelable. Et on va y voir les mêmes effets, mais de façon un petit peu plus poussée, parce qu'on brasse plus d'air que sur les bureaux, avec des baisses, encore une fois, assez substantielles. Donc si on regarde les consommations non renouvelables au global, on va avoir une baisse de quasiment 15,6% sur la région strasbourgeoise, H1B, et une baisse de quasiment 12% sur H3 sur l'indicateur global. Et ensuite, quand on décline l'ensemble des sous-parties, on va aller regarder là où le puits a une influence. Sur le CEPNR chaud, c'est 17%, 15% H3. Le CEPNR froid à Strasbourg, c'est 100%, puisqu'on est passé sous le seuil minimal du degré heure d'inconfort. Très joli chiffre. Et en H3, on a baissé de quasiment 60% cet indicateur. Évidemment, on a toujours cette perte de charge liée au réseau, liée à la ventilation, donc on a quand même une hausse de la consommation du post-ventilation. Il n'en est pas moins que le bilan global de cette analyse reste encore une fois très positif. Alors là, on voit une grande colonne rouge, c'est normal, c'est la consommation énergétique du bâtiment liée à sa source. On en a parlé tout à l'heure, c'est le gaz. Et là, ce qu'il faut aller regarder principalement, ce sont les seuils énergétiques, donc lycée énergie maximale de 2022 et celui de 2025 qui est en marron. Et là, on va voir qu'il y a un gap quand même à passer dans les années à venir sur ce type de bâtiment, dans cette configuration, puisque sur HB1,
on dépasse le seuil réglementaire de 2022. Seulement avec l'ajout du puits et la baisse des indicateurs chaud-froid, on devient réglementaire. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour atteindre les exigences de 2025. Il va y avoir des progrès à faire sur cette partie-là. Sur H3, c'est un peu différent, puisque les besoins de chauffage à Marseille ne sont pas les mêmes qu'à Strasbourg. Donc on reste réglementaire quand même sur les deux seuils au niveau de ce bâtiment, malgré la présence d'une source d'énergie fossile. Donc ça va se passer un petit peu mieux sur cette zone climatique dans les années à venir que sur HB1. Il n'empêche qu'à mes yeux, l'utilisation d'un puits climatique reste tout à fait vertueux, même en H3. Alors, j'arrive à la conclusion, puis je vais prendre un petit peu de temps puisqu'il nous reste 5 minutes. Qu'est-ce que va permettre le puits climatique sur ces cas de base? Alors ils sont reproductibles sur une crèche, il n'y a pas que les bureaux ou le scolaire, c'est reproductible sur de la maison, c'est reproductible sur à peu près l'ensemble de la typologie des bâtiments, sauf les immeubles de grande hauteur où le puits climatique n'est pas autorisé vis-à-vis de la vie technique. Alors, on l'a vu, il y a des incidences quantitatives, je vous ai même montré beaucoup de chiffres, et on voit qu'on a des baisses substantielles au niveau degré inconfort. On peut couvrir dans certains cas 100% des besoins de froid. On a une baisse d'à peu près 20% des consos de chauffage. Et puis les indicateurs CEPNR et IC Énergie ont des baisses assez intéressantes jusqu'à 2 chiffres. On a même vu qu'il y avait un bilan d'analyse de cycle de vie qui était aussi, enfin l'impact du puits reste quand même négligeable par rapport à l'apport énergétique. Par contre, et c'est là où ça devient intéressant pour les années à venir, et même maintenant, c'est que le puits climatique, on peut le voir comme un outil d'énergie passive, comme on apporte du confort thermique pour les personnes, des économies de chauffage. Ça, c'est un retour sur investissement, ça se calcule. Par contre, quand on voit les gaps qui restent à abattre dans les années à venir par rapport aux seuils réglementaires, aux exigences qui vont être de plus en plus élevées, c'est que le puits a des incidences pratiques également. C'est-à-dire que cette virtuosité énergétique, comme on a pu le voir, ben ça va certainement permettre pour les architectes, pour les thermiciens, d'aller travailler d'autres postes. Puisque là, on a un capital énergétique. Et donc, de facto, on va pouvoir diminuer les puissances des équipements de chauffage et de rafraîchissement, puisqu'on a un échangeur en amont. C'est une alternative, et là j'insiste, low-tech à de la climatisation pure et dure. Je rappelle, ce sont des tuyaux enterrés à 2-3 mètres de profondeur. C'est tout. Alors c'est tout. Il faut respecter aussi la partie hygiénique, la partie thermique, la partie technique, comme je l'évoquais tout à l'heure. À partir du moment où cette ingénierie est bien maîtrisée, on peut se passer de clim. Et c'est vraiment du low-tech. Air, sol, air. Rien de plus simple. Et moi, je trouve que le dernier point, c'est vraiment le point le plus important, c'est que ça permet aussi une marge de manœuvre sur la conception du bâtiment. Forcément, quand on vous dit qu'on veut un seuil de degré d'inconfort, un DH bas, il va falloir fermer les fenêtres, mettre moins de surface vitrée par exemple, plus de brise-soleil, que sais-je, donc des impacts architecturaux sur lesquels le puits va pouvoir permettre différents leviers par système de vases communicants. C'est aussi sur la forme du bâtiment, son bébio, donc de peut-être d'effacer quelques contraintes et de pouvoir avoir un petit peu plus de liberté sur la conception du bâtiment. Il en va de même pour l'orientation et que sais-je encore, puisque là les leviers s'élargissent assez grandement à ce niveau-là. Ensuite, un puits climatique, il est applicable sur l'ensemble du territoire. La contrainte qu'on pourrait avoir, c'est plutôt d'ordre géologique. Quand on a des sols très granitiques, par exemple, aller terrasser un granit pour aller y installer des réseaux, d'un point de vue économique, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant. Même si ça nous est déjà arrivé de le faire. C'est-à-dire quand le bâtiment nécessite un terrassement important, on va profiter de ce poste-là pour aller y installer les réseaux. Un puits climatique, encore une fois, il se met sur tout le territoire. Par contre, il doit être pris en considération à la genèse d'un projet. On n'installe pas une géothermie à la fin de l'ensemble de l'ingénierie du bâtiment, tout simplement parce que
les équipements de chauffage et de rafraîchissement sont déjà dimensionnés. Alors comment on fait pour réduire ensuite les besoins de puissance? C'est dommage. Donc il faut intégrer l'outil dès le concours même du bâtiment, dès sa conception. Ensuite, il y a quelque chose de passionnant avec le puits climatique, c'est qu'on va être lié à l'ingénierie de la thermique du bâtiment, c'est une évidence. Un delta de température, une régulation hygrométrique, des pertes de charge à intégrer en phase ingénierie thermique. Par contre, et ça c'est un peu la magie de la géothermie, c'est qu'on va extraire du sol une énergie qu'on va mettre à l'intérieur d'un bâtiment. Or là, ce ne sont pas des travaux de chauffage, ventilation, climatisation. Ce n'est pas un lot CVC propre au bureau d'études thermiques. C'est un travail de terrassement. Pour la géothermie sur sonde, c'est du forage. Pour le puits climatique, c'est du terrassement. Donc à un moment donné, dans le projet, il va falloir basculer. C'est pour ça qu'un puits se prend à la genèse. On va changer de lot. L'ingénierie en phase thermique, la mise en œuvre au lot VRD ou au lot gros œuvre si on est sous bâtiment par exemple. Donc à un moment, on va changer de casquette et on va changer de discours également. On va plus parler de delta de température, mais de mètres linéaires de canalisation à enterrer dans le respect d'une norme, de normes, NF 1610, fascicule 70, tout ça c'est bien connu, pour avoir une bonne réalisation de cet ouvrage. Ça c'est un sujet qui est assez passionnant au gré des projets. Je vous remercie. Je vous mets quelques photos ici, ce que j'appelle les selfies fond de fouille, parce qu'on est aussi très proche des installateurs. Systématiquement, on va sur tous nos chantiers. À titre d'exemple, l'année dernière, on a livré 49 installations, comprises entre 1000 et 100 000 mètres cubes. Si vous avez des questions, je vais mettre mon casque et je serai ravi d'y répondre. Merci. Oui, je vais me passer le... Merci. Quel est le delta T minimum pour envisager un puits climatique? Alors, sans regarder la nature du bâtiment en tant que tel, un puits climatique, un delta minimum, ça va être 8 degrés sur l'air extérieur. On a des installations donc dans des profondeurs normales qui peuvent atteindre 14. Donc ça, c'est très lié à la nature du sol et principalement à la présence d'humidité. Bonjour et merci. Vous parlez beaucoup, je me suis levée du coup. Ah, vous êtes là-bas, voilà. Vous parlez beaucoup en conception. Est-ce qu'on peut intégrer des puits en rénovation? Et du coup, je ne me rends pas compte de la surface dont on a besoin pour le puits. À une époque, on parlait d'escargot. Avant, on parlait de mètres linéaires tout en longueur. Du coup, c'est quoi votre co? Alors, la réno, déjà, votre première question, c'est la réno. C'est à peu près 20%, 25% des projets qu'on réalise. Le reste étant du neuf. Alors, c'est pas impossible sur de la rénovation. Par contre, sur de la réno, je dirais que le puits, c'est pas la meilleure solution. Puisqu'en réno, on a déjà toute l'isolation à retravailler, l'apport d'énergie, etc. Le puits, ça va être la cerise. Donc, sur la rénovation, c'est plutôt des rénos très lourdes sur lesquelles on va implanter un puits climatique. Ensuite, pour les règles de base en dimensionnement, moi je vais parler en fonte. La fonte étant un excellent échangeur thermique. Des fenêtres en PVC, des chauffages en fonte. Un réseau en diamètre 300 va avoir une capacité de 1400 m3 pour un delta de 10 à 12 degrés sur l'air extérieur. Ensuite, on va multiplier ces réseaux en fonction du débit d'air. Donc, quand on me dit j'ai, allez, facile, 2800 m3, je vais diviser par 1400, ça va me donner deux réseaux. Deux réseaux de diamètre 300. La longueur minimale sur une fonte va être de l'ordre de 30 mètres, 30-36 mètres. Et la profondeur va être minimale à 2 mètres. Et pour finir, la 3 dimensions, on espace les tuyaux d'un mètre bord à bord. Et avec ça, vous pouvez dimensionner assez facilement un puits climatique. Merci. Si vous avez encore une question, ce sera avec plaisir. Et je pense qu'on est dans la dernière minute. Oui. Bon, moi, je viens d'un pays tropical, en fait. Vous avez des expériences hors métropole? Alors, hors métropole, oui. Au Maroc, en Chine, dernièrement en Sicile. Bon, sur les zones tropicales, c'est beaucoup plus complexe car la saisonnalité est très faible. Et donc, je l'ai étudié au Brésil en l'occurrence. C'est pas possible. Dans le sens où le delta qu'on va sortir va être de l'ordre de 2 ou 3 degrés. Et donc, sur la zone tropicale sur le globe, c'est une zone plutôt à éviter.
Merci. Ah, une dernière, avec plaisir, et puis je vais rendre le micro. Est-ce que vous sauriez nous donner des ordres de grandeur de temps de retour du surinvestissement dans la solution versus les économies sur la facture énergétique? Je vais vous faire une réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Si on prend le cas d'un lycée, la clim, c'est pas la culture. Donc on va avoir du mal à mettre une énergie en face. Donc là, on va de facto, si on fait un calcul basique, avoir un retour sur 50 ans. Par contre, si on regarde en RE, comme il y a un calcul de besoin de froid, on peut mettre un prix au kilowatt énergie en face. Sur le chaud, c'est beaucoup plus facile. Sur l'infrastructure, sur les relais électriques, on avait un ROI de 8 ans. Très rapide. Pourquoi? Parce qu'il y a de la clim 24/24 dans ce type de locaux. Si je prends aujourd'hui un bâtiment de bureau, on va être autour de 15 à 20 ans, suivant le taux d'exploitation. Donc c'est très variable. Ça peut aller très vite, comme ça peut être assez long. Je ne sais pas si ça répond précisément, mais ok, super. Je suis présent au stand Saint-Gobain, tout au fond à gauche ou à l'entrée du hall. Merci à tout le monde.